Salut Camille. Salut. Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très heureuse de te recevoir, une camarade aussi de Sciences Po, même si on n'est pas de la même promo. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Carrément. Très simplement, je pense que je suis juste une jeune de 22 ans, bientôt 23, et je suis une activiste pour la justice sociale et climatique, en gros. Ok. Est-ce que c'est une étiquette... Enfin, quand est-ce que tu t'es dit, ok, salut, je suis activiste ? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est un peu bizarre parce que c'est pas... C'est plutôt quand on me l'a dit de moi, en fait. C'est quand il y a des médias, quand on m'a défini par ça, même quand on m'appelle la Greta française, c'est toujours assez perturbant d'être défini par quelqu'un d'autre un peu. Il y a un peu un truc de... Je sais pas, je suis juste moi et j'essaie de faire ce que je peux en fonction de là où je sens que j'ai un impact. Donc, surtout que je suis intéressée à plein de choses et que je suis hyper curieuse et du coup... J'adore le cinéma et en même temps, je peux pas me considérer comme encore comédienne et j'adore écrire et jamais j'assumerais d'être écrivaine et du coup, je trouve qu'activiste, jamais dire jamais. Non mais du coup, je trouve que c'est cool en fait, activiste, ça résume mon envie qui est d'impacter le monde. Ouais. Et après, ça me permet de le faire un peu de toutes les manières que je veux. Ouais. Donc pour toi, tu te limites pas à un champ d'activisme, quoi. Non, parce que plus j'avance, plus je découvre que non seulement il y a plein de manières de le faire. Ouais. Et qui peuvent être super intéressantes. Ouais. Et plus je découvre qu'il y a toutes les luttes qui sont liées et que donc en fait aujourd'hui, moi j'ai commencé par le climat. Enfin, c'est faux, j'ai commencé par les jeunes délinquants. C'était la délinquance juvénile qui finissait en prison. J'étais fascinée par ça, je voulais être juge pour enfants. Ouais. Donc pour m'occuper des jeunes dans les foyers, etc. Et après, plus tu creuses, plus je me suis rendu compte en fait que cette question climatique, elle était très liée à la justice sociale et que du coup, j'avais pas à choisir entre les deux. Et puis plus je creuse, plus je me rends compte que même le féminisme, il est aussi lié à tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je me définis par ces deux-là et on verra plus tard. Ouais, non mais c'est hyper intéressant et je pense en effet, enfin moi je trouve ça un peu vertigineux aussi, tu vois. C'est que du coup, je sais pas si tu ressens ça parfois, mais étant créatrice de contenu engagée, j'ai l'impression que j'ai le devoir de me renseigner sur toutes les luttes. Et en fait, je ne peux pas bien parler de toutes les luttes, tu vois, c'est faux. Et si tu sais comment je suis d'accord. Ouais, et tu le vis comment, toi, ça ? Parce que, parce que du coup, il y a ce sentiment de devoir, même d'intérêt, de curiosité. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment tout maîtriser, tu vois ? C'est ça qui est super galère, c'est que je suis toujours entre... En fait, le plus dur, pour en parler maintenant, mais pour moi, le plus dur, c'est pas du tout les haters... tu vois, des gens, des vieux boomers qui sont là en mode oh là là, elle fait trembler mes petits privilèges, mon capitalisme, c'est une ayatollah ou un truc comme ça. Ça, à la limite, je m'en fous parce que c'est des gens qui comprennent pas et qui sont encore dans le déni de l'urgence dans laquelle on est. Et à la limite, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, en fait, à l'inverse, les gens qui sont censés être mes pairs, qui ont une vision du monde plus ou moins semblable à la mienne, et pour qui, en fait, t'es toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de l'autre. Ouais. Et ça, c'est d'une violence, des fois, parce que moi, j'ai mon gros rôle, et je pense que tu as aussi celui-là, c'est d'essayer d'embarquer le plus de gens possible avec nous. Parce que je suis sûre que cette révolution, on la fera pas à 10, quoi. Donc, ça m'empêche pas d'être radicale dans mes idées, de moi lire plein de contenus qui peuvent être plus techniques, d'aller à la source des rapports, etc. Mais en attendant, je sais bien que si j'arrive juste pour montrer que je sais tous mes chiffres et au grand public, il y a des gens qui vont être largués. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est au courant. Ça, je suis persuadée que c'est faux. Et donc, il faut qu'on fasse cet effort d'embarquer. En tout cas, il faut qu'il y ait des gens qui fassent cet effort. Et moi, j'adore faire ça. Donc, je veux que ce soit mon rôle dans cette lutte-là, d'embarquer le plus de gens possible avec moi. Et donc, ça veut dire parfois vulgariser un petit peu. Ça veut dire parfois commencer par le début. Et il y a des gens qui sont plus loin dans leur compréhension du problème qui le prennent mal, en fait. Et qui te font comprendre que tu vas pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin. Et ça, c'est super dur. Ouais. Et c'est la seule chose qui vraiment qui m'a déjà découragée, qui m'a déjà donné envie de dire mais écoutez, en fait si vous le faites mieux, que débrouillez-vous, bye quoi. Moi je fais ce que je peux, ok les gars. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment un vrai sujet dont on parle pas beaucoup, mais ce truc de pureté militante, ce truc de on se juge entre militants, c'est vraiment le truc le plus toxique pour moi. Comme tu dis, enfin pour le coup le monde du militantisme est assez difficile à vivre parce que enfin moi, j'ai du mal à me donner l'étiquette de militante parce que pareil, je pense qu'en fait, il y a tellement de militantes qui diraient genre mais c'est qui elle, MDR, elle est pas du tout militante, tu vois. Donc en fait, mais limite, je préfère pas parce qu'à partir du moment où tu te revendiques comme telle, on t'attend vraiment au tournant. Et c'est vrai que en fait, c'est très dur, je trouve, parce que c'est un peu devoir faire le choix entre tes convictions et ton bien-être aussi, parce que en fait, si jamais tu sais que le monde militant n'est pas bienveillant. Et moi, de l'extérieur, je n'ai pas l'impression qu'il l'est tant que ça, tu vois, parce que comme tu dis, c'est à qui sera le plus et à qui fera le plus.
Et donc, en fait, c'est une exigence. C'est super dommage. Parce que du coup, il y a plein de gens qui peuvent être découragés, alors qu'en réalité, c'est quelques-uns qui sont un peu dans... Et on comprend, parce que quelque part, il y a une colère face à un monde total qui s'effondre, et quand tu montes de conscience dans le niveau des inégalités, dans le niveau d'urgence climatique et sur la biodiversité, tu peux être énervé, flippes. Hein, ouais. Donc c'est normal d'avoir une colère et d'avoir envie de réveiller tout le monde en disant mais vas-y, plus vite, plus fort, c'est grave quoi. Donc je comprends, mais c'est juste que du coup, ça peut décourager plein de gens qui sont conscients mais qui ne sentent pas à la hauteur. Alors qu'en réalité, tout le monde, absolument tout le monde a la capacité de changer, d'impacter le monde d'une manière ou d'une autre. Donc tout le monde devrait être activiste en fait pour moi. Être activiste, ça veut juste dire je décide de changer ma manière d'être au monde et j'ai envie d'embarquer avec moi d'autres gens pour être au monde différemment et de participer à cette réflexion collective. Donc tout le monde est le bienvenu et d'ailleurs tout le monde doit faire partie de ça parce qu'on va pas la faire à 10 comme je dis cette révolution vraiment. Ouais. Donc il y a des trucs à changer là-dedans, c'est sûr. Et comment t'as été sensibilisée d'abord toi à l'activisme, à la justice sociale parce que j'imagine que c'est pas... Enfin, même si ça vient assez récent de 1 et de 2, ouais, je trouve que ça vient quand même d'un parcours assez personnel. Généralement. Ouais, de ouf. Sur la justice, de manière générale, en fait, je crois que je suis hyper sensible. Je pense que c'est aussi pas mal de gens souvent qui sont hyper sensibles et qui en tout cas qui sont sensibles au monde et qui supportent pas l'injustice. Moi, depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un truc qui me révolte. J'ai vraiment l'impression de vouloir changer le monde, un peu dans une grande naïveté où j'étais là, ok, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai allé à Sciences Po, où j'étais en mode, c'est où qu'ils sont les dirigeants, là-bas, ok, je vais y aller. Ouais. C'était un peu ça. Mais sinon, je viens d'un endroit complètement paumé, mais très cool, qui s'appelle un petit village qui s'appelle Pézanne-en-Croix. Ouais. Et j'ai grandi là-bas. Et en fait, pour te dire toute l'histoire, c'est un peu rigolo, mais je vais aller rapidement. Il y a ma mère qui était... en gros, elle était championne du monde de snowboard et d'escalade. Donc, elle faisait plein de championnats et tout à travers le monde. Et elle a eu un accident. C'est un peu histoire américaine comme ça, mais elle a eu un accident. Et elle était du coup paralysée, vraiment tout son corps pendant 1 an, avec plein de plâtre et tout. Et ils lui ont dit tu ne marcheras jamais, donc adieu à ta carrière et tout. Et elle s'est vraiment concentrée à faire super gaffe à ce qu'elle mangeait, à visualiser sa colonne qui se refaisait, etc. Enfin vraiment dans un truc de médecine un peu plus large. Ouais. Et elle a réussi, alors elle peut pas courir ou quoi, mais elle a réussi à marcher complètement et on voit presque pas qu'elle est handicapée aujourd'hui. Donc du coup, suite à ça, elle a eu envie de nous élever et d'habiter aussi là où elle avait grandi, dans un truc beaucoup plus sain, beaucoup plus proche de la terre, beaucoup plus proche des choses essentielles. Et du coup, on a grandi dans un endroit assez dingue parce qu'on est 3 familles habitées à l'année, dont un agriculteur. Ah ouais, vous êtes 3 dans le village. Ouais, c'est archi paumé, vraiment, c'est trop drôle. Mais c'était pas une blague. Il n'y a pas de route. L'hiver, en fait, il y a trop de neige. Du coup, on peut pas y aller en voiture. Donc, du coup, on a un quad, des fois, qu'on utilise pour les grosses courses et tout. Mais sinon, on y va en luge ou en ski de randonnée. Putain, énorme. C'est trop cool, tu vois. Mais pendant tous les étés, on y allait. Il n'y avait pas de courant d'électricité. Donc, c'était assez drôle. Ouais. Mais du coup, de vivre dans ce truc à la Capitaine Fantastique... avec des parents très écolos, mais écolos dans leur... pas du tout intellectualisés, tu vois. Vraiment dans leur... De cœur, quoi. Ouais, dans la manière de vivre. C'est plutôt un truc auquel, en fait, j'avais même pas pensé que nous, on pouvait impacter la nature. Pour moi, c'était tellement normal. Et c'est quand je suis arrivée à Paris et à Sciences Po et tout, où je me suis dit, ah oui, en fait, non, moi, c'était un petit truc... privilégié, mais en réalité, il y a plein de gens qui n'ont pas encore conscience et qui ont vécu en dehors de cette nature. Donc c'est un peu là mon déclic. Ouais, et juste par curiosité, parce que ta mère, du coup, cet accident, c'était avant ou après ta naissance ? C'était avant ma naissance, et même, je te dis des trucs que j'ai jamais dit, mais elle devait pas avoir d'enfant. Enfin, ils lui ont dit, t'auras jamais d'enfant et tout, parce que son utérus a été... en fait, elle est tombée d'un mur d'escalade très très haut, du coup, elle s'est écrasée, quoi. Ouais. Et ils lui ont dit, t'auras jamais d'enfant et tout, et enfin bref, je suis un peu un miracle je sais pas si un miracle c'est un peu prétentieux, mais non, mais si, pas carrément. Ouais, c'est un miracle que tu sois là. Je ne devais pas être là, donc ça c'est cool. Mais ça, rien que ça, je trouve que la puissance du cerveau et de ce qu'elle a vécu, ça laisse tellement d'espoir. Est-ce qu'elle a suivi des enseignements particuliers d'une personne En fait, c'est même pas un truc très, tu vois, de trucs... hyper spirituel, mais c'est juste en fait la force. Il y a un documentaire sur Netflix, je sais pas ce qu'il vaut, mais il s'appelait Guérir, et en anglais c'est Heal, Heal, je sais plus comment on prononce, et qui est assez impressionnant et qui montre tout ça en fait, toutes les guérisons où tu te concentres, où en fait c'est la force du mental aussi sur ton corps concrètement.
Et en fait, ça me donne aussi peut-être ce qui pourrait paraître être une naïveté, mais pour moi, la naïveté, c'est tant qu'on l'a pas fait. C'est comme l'utopie, c'est ce qui arrive demain si on fait tout pour que ça arrive. Et du coup, ça m'a peut-être transmis cette force de conviction de dire, mais en fait, tout est possible. On sait pas, en vrai, à quoi ressemble un monde où tout le monde se met genre maintenant à mettre tout son temps, toute son énergie, tout l'argent public et privé pour un monde meilleur en fait. Ça se trouve ça peut aller très vite et ça peut être dingue, tu vois. Attends, parce que là on va passer vraiment je préviens, cet épisode n'aura aucun sens, il n'y aura aucun lien entre les questions, mais là je suis obligée de te demander ce qui vient direct à l'esprit, c'est que toi tu crois à un monde où tout l'argent public et privé va à du coup la justice sociale, c'est ça que... Justice sociale, climat... en fait c'est-à-dire qu'à la base, ça sert à quoi? En fait, c'est juste pouvoir se questionner. J'ai eu la chance de faire de la philo en bicursus. T'as fait le bicursus avec la Sorbonne? C'est ça, ouais. En gros, on était la moitié du temps à la Sorbonne, à Clignancourt, et l'autre moitié à Sciences Po, dans le 7e, donc c'était assez drôle en termes d'expérience sociale. Et le truc très cool, c'est que j'ai pas retenu beaucoup de trucs, mais ce que j'ai retenu, c'était la question de questionner les termes, tu vois. Et en fait, à la base, du coup, ça me permet de repositionner, ok, la politique, c'est quoi? La politique, à la base, ça vient de police, avec un S, qui veut dire gestion de la cité. Donc en vrai, c'est comment est-ce que nous, citoyens, on cohabite ensemble et comment est-ce qu'on habite au monde. Donc ça doit être ça, simplement. Pareil, l'économie, ça vient de oikos, qui veut dire la gestion de la maisonnée, du foyer. Donc c'est juste, ok les potes, on décide de prendre de l'argent parce que c'est quand même plus pratique, on peut faire des échanges on n'a pas besoin, tu vois, je te donne pas ton thé contre ma bougie, mais si je la veux plus tard, je peux avoir ma bougie plus tard parce qu'il y a ce truc qu'est l'argent. Donc à la base, c'est un truc cool qui est censé nous dire, l'économie, c'est censé nous donner une société plus en paix, on a plus accès à l'éducation, on est en meilleure santé, etc. Donc ça, l'idée, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a complètement oublié les bases philosophiques de ce truc-là, et que dans l'histoire de l'économie, c'est très très récent ce qu'on est en train de faire, et qu'en fait, on a confondu ce qui est un moyen avec une fin en soi. Ouais. Donc maintenant, on est uniquement pour de l'argent, mais en tant que tel, ce qui n'a aucun sens, parce que l'argent, c'est pas une réalité. En fait, en réalité, si tout le monde décidait de dire que ça vaut plus rien, que ce billet à 10 euros, il vaut pas 10 euros, on ne sert à rien. Et donc, ça, c'est une théorie qui est assez simple, en fait, qui s'appelle de Kate Raworth. Je suis très nulle en prononciation de nom anglais, mais qui est la théorie du donut, comme un donut. Alors, tout de suite, ça parle plus. Tu vois. C'est super intéressant, je vais te regarder, parce qu'en gros, elle dit, il faudrait que l'économie, elle serve à gérer ce premier cercle, qui est du coup celui que je parlais de plus de santé, etc. Mais faites attention à ce qu'on ne pète pas le plus gros plafond, et c'est ce qu'on est en train de faire, qui est les limites planétaires. Parce qu'en fait, dans la nature, rien n'est infini. Nous, on est là à vouloir une croissance infinie, mais dans la nature, genre, il n'y a rien qui grandit. Même les arbres, ils s'arrêtent de pousser, les animaux, ils arrêtent de grandir. À un moment donné, en fait, tout a une fin. Et donc, si on va vers l'infini, on fait péter des plafonds, ce qu'on appelle des limites planétaires. Et voilà, on en a déjà pété 4 sur 9. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Et comment on pourrait contrôler ça? Parce qu'il existe des instances de régulation de l'économie, tu vois. Et on pourrait se dire quoi, ce soit elles qui définissent un certain seuil à dépenser, enfin tu vois, parce que mine de rien, dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre, là, le rôle de l'économie, il devient... Parce que en fait, moi, j'essaie toujours d'être assez pragmatique entre la théorie et la pratique. Parce que bien sûr qu'en théorie, ce serait génial un monde où l'économie, c'est juste un moyen d'échange, et voilà, ce qui permet être au service des gens, quoi. Voilà, être au service des gens, et ce qui permet juste des interactions dans la société, de se développer. Mais dans les faits, ça se passe jamais aussi facilement. Et par exemple, une année comme celle-ci où pandémie mondiale, des personnes dont leur salaire était la restauration ou le monde de la nuit, enfin bref, plein d'autres choses, se retrouvent sans revenus du jour au lendemain. En fait, là, l'économie, elle se repense. On peut plus juste se baser sur une théorie. Mais en fait, c'est trop intéressant, mais il y a deux liens. Il y a d'abord le fait de se dire d'où est-ce qu'elle vient cette pandémie. Elle vient aussi de la manière dont on habite le monde, et en l'occurrence, le fait d'être... En gros, c'est un zoonose, le Covid, ce qu'on appelle un zoonose, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. Et en fait, c'est des animaux sauvages avec lesquels on n'est pas censé être en contact. Simplement, vu qu'on a ce qu'on appelle artificialisé les sols, donc on a mis plein de béton. En gros, il y a 70% de la planète qui est maintenant avec la main de l'homme, qui est plus du tout ce qu'on pourrait dire sauvage. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on rentre en contact avec des espèces sauvages avec lesquelles on n'était pas du tout censé être en contact, avec lesquelles notre organisme ne sont pas du tout faits pour gérer leur virus. Et en plus, on a un monde hyper mondialisé où du coup, un truc qui se passe en Chine, ça arrive partout dans le monde. Et on a aussi des élevages intensifs. Et ça, c'est super grave parce que du coup, on a une seule espèce en fait par exemple de poulet qui fait que quand il y en a un qui est malade, paf,
tout est malade d'un coup, quoi. Il n'y a plus du tout de diversité génétique des espèces. Et le dernier truc, c'est le permafrost. Donc, c'est une fine couche de glace qui renferme l'intégralité du globe, enfin, qui est en train de fondre. Donc, grosse nouvelle. Et dedans, elle renferme plein de virus anciens, oubliés et tout, qui sont encore actifs et qui vont... Donc voilà, tout ça pour dire, il faut, quand on pense global et quand on revient à la source, se dire que ça, c'est une des conséquences de notre manière dont on habite le monde aussi. Donc, repenser un modèle plus simple, respectueux du vivant, ça nous permettrait d'éviter ce genre de pandémie, type la pandémie du Covid. Après, il faut encore une fois voir tout est en termes de proportion. Les gens qui galèrent, en réalité, ils sont pas... Par exemple, le grand capital n'est pas taxé. Il y avait un député, le rapporteur du budget, qui s'appelle Pierre Larouturou, européen, qui avait commencé une grève de la faim, quand même pas n'importe quoi pour un député, pour taxer justement la spéculation. Parce que nous, quand on achète une bougie, on va être taxé, on va payer une TVA dessus, donc c'est normal. Mais par contre, les transactions financières où c'est des énormes méga machines qui font ça avec des gens qui ont vraiment assez d'argent pour participer au truc commun, ils sont pas taxés. Donc en fait, tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que c'est une question de volonté politique. On pourrait très bien décider de comment dire en anglais, reallocate, genre de mieux réallouer nos ressources. Donc pour moi, c'est ça. Et c'est arrêter de penser uniquement dans l'intérêt de quelques-uns. Ouais. Mais donc toi, tu crois à la théorie des 1% vs 99 ? Mais c'est plus qu'une théorie, en fait, c'est des choses qui sont... c'est pas une haine, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une haine des méga riches ou un truc comme ça. Moi, j'étais avec Emmanuel Faber ce matin, et en fait, il y a quelques dirigeants qui ont réellement envie d'impulser une transition et d'utiliser leur grand pouvoir pour faire plein de choses. Mais dans la réalité, c'est très souvent au détriment d'autres. C'est-à-dire que, ça tu vois bien dans la mode, pour reprendre un sujet que tu traites plus souvent, bien sûr que quelqu'un qui s'est fait énormément d'argent, tu vois bien avec ta marque, que pour faire de la marge, c'est pas évident. Donc des gens qui arrivent à s'enrichir de manière complètement démesurée, c'est qu'ils ont aussi tiré des marges, qu'ils ont fait produire par des Ouïghours, qu'ils ont fait des concessions sur la qualité. Et donc du coup, quelque part, on devrait pas avoir ça, tu vois, on devrait réduire beaucoup plus les inégalités, à mon sens. Ouais, non, mais t'as raison, pour le coup, c'est hyper parlant du coup que tu me parles d'un secteur que je maîtrise, qui est la mode, parce qu'en effet, j'imagine que pareil, de manière pragmatique, le secteur de la mode est représentatif d'au final quasiment tous les autres secteurs. T'as toujours des gros industriels qui ont voulu se faire un max de blé, et t'as toujours des marques qui essaient de faire bien les choses. En fait, c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu la facilité de critiquer. Tu vois, j'ai jamais... Enfin, je trouve que la théorie il y a juste quelques personnes qui veulent s'enrichir, et puis c'est eux qui détiennent... tu vois, c'est entre eux que détiennent... je vais la refaire cette phrase parce qu'elle était pas du tout claire. C'est qu'en gros, tu vois, ce sont genre juste... Je vais pas réussir à la dire. Qu'en gros, c'est juste quelques personnes qui détiennent un peu la finance mondiale et qui, voilà, détiennent le monde. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu genre la théorie du complot, tu vois. En fait, je pense qu'il y a juste beaucoup d'opacité et que du coup, au final, on ne se rend pas compte. Après, ce qui est certain, c'est que le monde de la finance mérite d'être régulé, et qu'en fait, surtout, je pense, il est tellement pas... Enfin, toi, du coup, vu que tu t'es vachement renseigné sur tout l'aspect climatique, environnemental, est-ce que le monde de la finance, tu commences aussi à bien appréhender comment il existe et ce qu'on pourrait le changer? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Parce que moi, j'ai l'impression que les personnes qui critiquent le monde économique tel qu'il est, le libéralisme, etc., vont toujours avancer des arguments qui, fondamentalement, ne sont pas forcément efficaces. Enfin, tu vois, je pense même à des personnages politiques extrémistes qui vendent du rêve en boîte, économiquement parlant, alors que dans les faits, pour avoir étudié l'économie, pour avoir aussi, pour le coup, moi c'était vraiment ma spécialité au cours de mes études, fondamentalement, tu ne peux pas faire un monde où tout le monde ferme ses frontières, où tu vois, revenu universel pour tout le monde, enfin, faut financer ça, tu vois. Et donc moi, c'est vrai que je cherche encore des économistes qui repenseraient l'économie de marché. J'en ai plein. Ah bah génial, vas-y, dis-nous tout. Non, mais je suis d'accord qu'il faut... Enfin, c'est très important de pas, comme tu dis, tomber dans le truc très facile de, genre, c'est quelques-uns méchants, parce que du coup, moi, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer... je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai pu rencontrer pas mal de grands dirigeants dans des écrans. Et en fait, il y en a qui sont juste pas conscients. Enfin, il y en a quelques-uns, dirigeants politiques et économiques, qui, en effet, veulent garder leurs privilèges, ça c'est certain. Il y en a d'autres qui sont vraiment... Il y a un gros problème de formation des élites et de gens qui ne sont pas au courant de l'urgence. Mais parce qu'aussi, on a 24 heures dans une journée, à un moment donné, et que, imagine le quotidien
de ces gens qui doivent gérer la bourse, gérer des millions de personnes qui sont là, tac, tac, leur quotidien va archi vite. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'espace mental pour aller lire un rapport, même le résumer pour décideurs du GIEC, d'appréhender ces sujets-là. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, de faire ce lien entre des scientifiques qui ont la connaissance et des gens qui prennent des décisions. Et il y en a beaucoup qui disent « Ah bon, mince, ça m'arrivait d'apprendre des trucs à... typiquement, j'avais passé une journée avec le PDG de Monsanto Bayer, sur des sujets d'agriculture, des fois, il était un peu largué, quoi. Grosse nouvelle. Ouais. Non, mais t'as raison, en fait, c'est con parce que c'est tellement simple. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas l'info, quoi. Mais il y a de ça. En fait, pour moi, il y a 3 trucs. Il y a souvent ce que je rencontre, je réponds pas directement à ta question, mais il y a ceux il y en a. C'est pas du tout complotiste de dire qu'il y en a qui veulent garder leurs intérêts parce qu'il y a un truc égoïste aussi et il y a un truc carrément. Il y en a quelques-uns et en fait c'est un truc structurel. Il faut pas imaginer genre des méchants derrière leur cave un peu noire et qui sont en mode yes on gouverne le monde trop bien. C'est beaucoup plus sournois parce que c'est des structures de pensée, c'est des trucs mis en place qui sont depuis des générations et qu'il faut bouger. C'est des grosses machines. Eux-mêmes se sont convaincus en fait du bien fondé de ce qu'ils font. C'est ça aussi. Après, souvent par exemple de créer de l'emploi, de tout ça, ils ont l'impression qu'ils font des trucs cool, quoi. Ils s'accrochent à ce qu'ils font cool plutôt que de regarder ce qu'ils pourraient faire mieux. Et après, donc t'as ceux, comme je disais, qui sont pas formés. Il y a un gros manque de formation des élites sur ces sujets. Et les troisièmes, ça c'est une question de vision et je pense d'ego, qui fait que beaucoup de ces gens dans des positions de pouvoir sont quand même des mecs blancs, 6 de 60 ans, et qui du coup ont aussi une bonne virilité à montrer et qui ont du mal à se dire qu'il va falloir à un moment donné dégonfler, que l'homme va pas tout réguler, qu'on va pas réussir à faire ça tout seul et qu'il va falloir un peu d'humilité. Donc il va falloir laisser la nature se régénérer, il va falloir de temps en temps laisser la nature faire, observer comment elle fonctionne, recréer des écosystèmes, faire du biomimétisme. Et en fait, ces gens-là, moi souvent ils me disent mais... Non, c'est bon, en gros, on va y arriver, en fait. Ok, je suis conscient de l'urgence. Typiquement, j'étais avec le ministre, j'ai passé 1h30 avec le ministre des Transports. Lui me disait, il est très carré, il est hyper au courant de tout ce qui se passe, mais il est persuadé qu'il va y avoir un avion vert demain, qu'on va pouvoir voler en émettant 0 carbone, que la technologie sauvera le monde, en gros. Là où factuellement, c'est pas possible. Enfin, il y a une balance entre les deux à avoir, mais ça va pas tout sauver. Il va falloir qu'on réduise certains trucs. Bah, je pense, comme tu dis aussi, il y a peut-être une non-volonté d'affronter la réalité parce que c'est plus confortable. Et en fait, associé à l'optimisme dont tu me parles, du ministère des Transports, etc., c'est hyper compliqué. En fait, je pense que c'est compliqué aussi d'être celui qui va accepter de renoncer à ce qu'il a toujours connu. Enfin, en fait, je pense qu'il faut aussi une profonde empathie. Pour même comprendre l'urgence climatique, tu vois, c'est une connexion avec le vivant, avec la nature, la réalisation que plus rien n'est comme avant et que nous, oui, on peut faire bouger les choses. Et toi, tu fais face à quel genre de réaction généralement de la part parce qu'en plus, tu rencontres des réfractaires pour la plupart. J'imagine que tu rencontres pas... Enfin, fut un temps où tu rencontrais pas mal, parce qu'on parle pas du tout de ton parcours là, mais on peut essayer de joindre un peu les deux. Mais est-ce que c'est par là où t'as commencé, on est prêt ou pas du tout? Pas vraiment. Ça a été un moment fort, mais j'ai commencé en partant en Finlande, en 3, donc tu connais bien les 3. Ouais. Donc avant ta 3, t'étais une petite étudiante. J'étais plutôt déjà gros syndrome de l'imposteur en arrivant à Sciences Po, en n'ayant aucun code, en essayant, n'étant vraiment pas de ce milieu-là et du coup genre un peu à côté de la plaque et tout, en n'ayant pas beaucoup de potes et en étant un peu enfermée dans mes bouquins et en travaillant comme si j'allais pas être à la hauteur des autres, parce qu'en plus en bicursus on est dans... Déjà t'as Sciences Po mais t'as le bicursus où du coup t'es sélectionné encore plus sur tes notes, donc t'as que des gens qui ont eu 18 au bac, ce qui était mon cas mais qui vient pas de lycée parisien, et du coup t'as un peu un truc où je me sentais bête quoi, clairement. Enfin je me sentais, j'ai pas de culture générale autant que sur l'histoire, sur l'art, sur des trucs comme ça, j'allais jamais au musée, enfin je m'ennuie dans les musées, tu vois, genre, du coup je suis en mode merde. Et qu'est-ce qui fait que t'as voulu faire le bicu philo? Et en fait c'était la philo m'intéresse beaucoup pour cette prise de distance justement. Il y a un peu... et puis ça me rassurait aussi d'avoir un pied à Clignancourt où du coup c'est au bout des Ligne 4, c'est la fac. T'as un truc beaucoup plus d'anonymat et qui me rassurait aussi un peu, tu vois. Ok, je comprends totalement. La transition était plus douce. Et donc du coup, tu vis ces 2 années en mode student hyper concentré. passionnée. J'ai toujours été hyper passionnée par les cours, mais là j'adore intellectuellement, je me sens trop bien, vraiment j'aime trop. Et je pars en 3e année du coup en Finlande. Ouais. Non seulement pour retrouver un peu de montagne et de ski de fond, parce qu'avant je faisais du ski de fond en club, du biathlon. Et donc je pars là-bas, et là-bas en fait sur les études ils sont beaucoup plus chill et ils te laissent prendre
50% des cours où je voulais. Donc, en fait, du moment que je réussissais, que je validais, ils m'ont dit, ok, tu veux apprendre l'agriculture, tu vas être avec des agronomes, va falloir que tu taffes en bio, mais si tu valides, on s'en fout, quoi. Ce qui est trop génial. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai pris des cours de malade sur des sciences dures, comme on appelle ça. Ouais. Et là, j'ai appris, mais genre, j'ai passé la 3 la plus studieuse de j'ai vraiment fait. Putain, j'imagine. Vraiment, c'est très pas le rapport qu'on fait des 3 généralement. Je me suis rattrapée, mais sur le coup, vraiment, j'ai eu une 3 hyper. Et c'est là-bas où, en fait, en prenant conscience de plein de trucs et en montant en confiance en moi, je me suis dit, ok, faut que là, j'avais vraiment une urgence de faire passer un truc. C'était pas un choix, mais j'avais un truc dans le ventre où j'avais besoin de crier au monde, quoi. Et du coup, j'ai saoulé des gens pour faire un TEDx. Ouais. Et ils m'ont dit en mode meuf, normalement, tu sais, c'est nous qui choisissons les gens genre un peu connus, toi, t'es personne. Donc, je leur ai dit, non, mais je vous en prie, je les ai vraiment saoulés en leur envoyant des vidéos et tout, en disant, j'ai un truc vraiment super important à dire. Et t'as contacté qui? Parce que TEDx, j'ai l'impression que c'est des écoles, non? C'était l'école de mon ancien copain. D'accord. Ils organisaient un TEDx et en fait, ça l'a fait et ça m'a un peu lancé là-dedans parce que dans la salle, il y avait quelqu'un qui travaillait chez JP Morgan, la grande banque d'affaires, qui m'a ensuite fait rencontrer plein de banquiers où je faisais ma conférence. Enfin, je parlais de cette urgence et tout. Et le fait d'avoir appris un peu les codes aussi à Sciences Po, de pouvoir parler à ces gens-là et en même temps d'avoir la légitimité de d'où je viens, plus les sciences que j'avais appris et tout ça, ça faisait un mélange assez cool et ça a un peu commencé comme ça, on va dire. Putain, c'est Simien le banquier de JP Morgan. C'est comme un gros plot twist, ça. C'est improbable. Non, mais bon, c'est toi qui a créé ça avec le TEDx. C'est génial que tu aies eu l'audace et bon, comme tu dis, la nécessité de faire passer le message, quoi. Et à partir de quand, du coup, tu te dis, tu rentres de 3 à partir de quand, ouais, à ce moment-là, tu te dis, je vais créer un compte Insta, je vais en parler. Mais en plus, au début, c'est super dur parce que je sais pas si t'avais vécu ça au début, mais moi, si tu veux, c'était pas trop mon milieu ou quoi que ce soit. Et je me suis grave fait moquer. Enfin, en gros, j'ai même des potes, du coup, je sais pas trop si c'est des potes, mais des camarades de promo qui avaient créé un truc qui s'appelait Graines de Fossiles, parce que mon compte s'appelle Graines de Possible, pour se moquer. Mais c'était même pas un truc drôle, quoi. C'était vraiment de la moquerie pure méchanceté. On les embrasse. Et j'étais là, mais tu sais, des gens de ta promo, et en fait, tu te sens trop mal. Enfin, et vraiment, c'était ça. Le plus dur, c'était les proches au début, où t'as une sorte de condescendance un peu et de moquerie profonde sur ça. Et puis après, c'est marrant parce que souvent des gens qui viennent te voir après qui sont en mode j'adore ce que tu fais, c'est génial, on va boire un verre quand tu veux. Bah non, en fait. Et encore, toi, tu parlais quand même d'un sujet, on va dire, sérieux, parce que moi, j'ai commencé, je parlais de fitness. Donc, en fait, j'imagine que je me suis fait clasher, mais je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que j'ai tellement jamais écouté ou je sais pas, j'étais dans mon truc et je m'en foutais de ce que pensaient les gens. Et j'avoue, je pense que j'ai eu de la force parce que avec le recul maintenant, je me dis c'est sûr, je vais me faire clasher, mais je m'en fous en fait. C'est comme tu dis, maintenant aujourd'hui au moins on fait ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Donc petit message à toutes les personnes qui hésitent de se lancer parce que comme voilà, t'as survécu et t'as très bien fait. Mais donc tu t'es quand même dit à partir de ce moment-là, ok, faut que maintenant je partage ça sur les réseaux parce que c'est là où en fait l'info passe. Ça a été une partie. En fait, pour moi, c'est un outil super puissant. Ouais. Et en fait, ça nous terrifie parce que ça peut être très puissant. Ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en fait, d'un coup, tu peux toucher en quelques secondes, enfin quelques minutes, des millions de personnes. Nous, on avait fait un truc, il y avait la politique agricole commune, un truc qui était voté au niveau européen, un peu obscur, grave galère, et avec Greta, Adelaide et tout, on s'appelle, on se dit c'est la merde, c'est dans une semaine, les députés sont en train de faire un vote qui va pas du tout. Venez, on essaie de faire un truc. Et là, on a en une soirée une idée avec mon meilleur pote qui est réalisateur de s'écrire sur la main Vote this cap down. On fait une vidéo vraiment en 3 heures. On lance ce truc-là et là, d'un coup, il y a littéralement des milliers, voire plusieurs milliers de personnes qui le repartagent et qui font ce truc-là. Ce qui fait qu'il y a la présidente de la Commission européenne qui a été interpellée par des journalistes en disant, alors que tout le monde s'en foutait un peu de la PAC, en disant coucou, vous répondez quoi à ça ? Et elle a fait une réunion d'urgence de la Commission. Enfin, c'est un petit exemple, mais pour dire qu'en fait, sans les réseaux sociaux, jamais on aurait eu cet impact. Mais jamais. Et donc, quand tu dis Greta et Adélaïde, pour les personnes qui ne savent pas de qui tu parles, tu peux nous Greta dire Thunberg, qui est celle qui a lancé toutes les marches pour le climat, qui a commencé... Encore une fois, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'audace et beaucoup de sensibilité et d'humilité. Pour moi, c'est les 3 grandes qualités qu'ont tous les gens avec qui je taffe et qui ont fait ça. Elle a commencé avec une pancarte comme ça et elle s'est mise en grève tous les vendredis pour le climat. Elle était super jeune, à 16 ans. Et puis après, c'est parti. Elle est devenue mondialement connue. Et elle a parlé avec plein de grands leaders pour les convaincre. Et elle a embarqué plein de gens avec elle. Elle a donné envie à plein de jeunes d'être dans la rue, de penser un peu plus grand qu'eux-mêmes. Ouais.
Et Adélaïde, c'est... Et Adélaïde, c'est la version belge, avec Adélaïde et Hanouna, donc Hanouna de Wever, pas Hanouna de Touche à mon poste. Ouais. C'est Eloïsa, c'est celle d'Allemagne, et donc c'est un peu celles qui ont commencé une marche dans leur pays, et avec qui on travaille. Et donc maintenant, vous avez créé un petit groupe, un petit genre... groupe WhatsApp. Ouais, c'est énorme. Avec qui on fait des trucs de... Bah là, avec le Covid, c'est un peu plus réduit, parce que du coup, voilà, mais en fait, on essaye de temps en temps de... Dès qu'il y a des trucs assez rapides à faire, ou dès qu'on doit rencontrer, par exemple, des... Là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, mais des fois on doit rencontrer des gens importants au niveau européen, ou des trucs en anglais, des présidents ou quoi, on essaie de s'inclure un peu dedans pour qu'il y ait une vision un peu de chaque pays. Et en même temps, on fait aussi beaucoup de choses totalement indépendamment, quoi. C'est pas du tout tout le temps, mais c'est trop cool de se sentir soutenu aussi, tu vois, et d'avoir des gens qui partagent un peu ton quotidien, quoi. Mais c'est fou comme c'est allé hyper vite, parce que du coup, du coup, c'était il y a 2 ans, quoi. Donc, quand t'es rentrée en M1... Et là, t'avais déjà des contacts, parce que pour être écouté, c'est vrai qu'il faut quand même, mine de rien, que les gens te connaissent, quoi. Bah, en fait, après, j'ai eu beaucoup de chance et surtout plein de trucs que j'explique pas, enfin, un peu du... Enfin, c'est très dur d'avoir du recul et de te dire, je sais pas trop comment. C'est clair. Je suis toujours moi-même étonnée de ce que en fait, c'est que moi, je trouve que la question, genre, comment es-tu arrivé jusqu'ici, n'a pas vraiment de sens, vu que j'imagine que c'était pas réfléchi du tout, tu vois. Non. Mais c'est plus où, en effet, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui t'es écouté et que aujourd'hui tu peux rencontrer des personnes, des décideurs qui peuvent faire bouger les choses. En du coup 1 an et demi, quoi, parce que d'ailleurs en plus le Covid limite pas, vas-y dis-moi, parce que là il y a un truc qui ne marche pas dans ma tête sur les délais. Non, c'est vrai que ça allait assez vite. Après, c'est toujours très éphémère. Enfin, moi je sais pas du tout combien de temps ça va durer, donc maintenant je me sens une grande responsabilité, parce que si tu veux, je pense vraiment en écosystème, et je me sens pas du tout mon engagement, il est pas mieux ou plus que plein d'autres gens militants, qu'un agriculteur typiquement qui va passer autant d'heures que moi par jour à travailler la transition écologique. En fait, pour moi, on est vraiment au même niveau. Il faut juste qu'on soit tous, et donc tous qu'on s'y mette, quoi. Et qu'on soit un écosystème, comme cette nature dans un écosystème qu'on est en train de détruire. Il faut qu'on ait un écosystème d'action. Et moi, je me suis dit, en fait, ça marche plutôt bien quand je parle avec mon cœur, et j'aime bien utiliser les mots et convaincre. Donc, je vais faire comme ça. Et j'avais rencontré totalement par hasard Magali Payen, qui était la fondatrice d'On est prêt, qui est un mouvement qui avait embarqué plein de youtubeurs pour parler du climat et tout. Et au début, moi, je faisais le lien entre les scientifiques et le grand public. Donc, en gros, je rencontrais tous les biologistes français, et enfin pas tous les biologistes français, mais beaucoup de biologistes français, et ils m'expliquaient en gros leur rapport, l'urgence et tout, et moi je me disais ok, ça peut parler au grand public, ça faudrait qu'on le dise comme ça pour qu'on comprenne mieux. Enfin, c'était juste mes meilleurs moments de la vie, enfin, c'était tellement passionnant, j'ai appris trop de trucs. Et après, petit à petit, en fait, je me suis mis à être porte-parole un peu dans les médias, tout ça, prendre un peu d'ampleur comme ça. Et après, je pense qu'aussi c'est juste que quand tu fais avec le cœur et que t'as vocation à en fait, être hyper sincère dans ce que tu fais, à essayer d'embarquer les gens avec toi, ça fait qu'il y a d'autres gens qui m'ont appelé. Il y a eu 2 moments un peu forts. Enfin, le MEDEF, qui m'a fait vraiment connaître plutôt dans le milieu politique et économique, qui a fait que j'ai rencontré plein de chefs d'entreprise et tout, à qui j'ai essayé de faire partir du MEDEF pour faire adhérer à d'autres... comme ça, j'ai répondu à ta question sur les économistes. Au MOVE, qui est le Mouvement Impact France, et qui est en gros un peu l'anti-MEDEF, et c'est plein d'entreprises qui essaient justement de changer le truc. Donc il y a Eva Sadoun qui gère ça, qui est ma besta et qui est trop forte là-dedans. Il y a aussi Éloi Laurent, qui est prof à Sciences Po et qui parle de comment sortir de la croissance. Mais je suis fan de cette pomme. Ça, typiquement, c'est 2 économistes qui vous expliquent beaucoup mieux que moi comment la croissance elle va pas, pourquoi là en fait on parle d'une croissance sur un PIB, mais typiquement le produit intérieur brut, il y a une marée noire, on gagne des points de PIB, donc c'est bien. Et en fait ils montrent qu'aujourd'hui c'est plus du tout corrélé, comme on mesure la croissance, avec le bien-être des gens, avec l'emploi, avec tout ça. Bref. Donc voilà, c'est un peu donc ça c'est un moment phare. Ouais. Et après, le deuxième moment phare, où plus je me suis fait connaître dans la rue et auprès des gens et sur les réseaux, c'est quand à la fin du premier confinement, avec mon meilleur pote, où on a fait une vidéo qui est réalisateur, qui s'appelait Réveillons-nous, en audio Pensée sauvage. Et là, en fait, ça nous a complètement échappé. Enfin, tu connais mieux que moi. Des fois, t'as des trucs, tu sais pas pourquoi, c'est au bon moment, au bon endroit, et ça parle à des gens. Et du coup, il y a eu 15 millions de vues. On était en mode, ok, what the fuck. Et genre, c'était trop bien, et c'était parti. Et ça a un peu aidé aussi. Ok. Et c'était, dis-nous, cette vidéo, c'était quoi le but ? Ça, en fait, c'était utiliser l'art. Parce que du coup, je faisais donc plein de trucs. En gros, 1/3 de mon temps, c'est toujours vulgarisé. Donc, c'est-à-dire passer pas mal de temps avec, genre, je sais pas, la Eddy Sévestre, qui est une glaciologue que j'adore, avec qui on passe pas mal de temps au téléphone pour apprendre des choses et tout. Elle est en train de faire une expédition en ce moment. Donc, il m'explique un peu, je lis des rapports, j'apprends. Donc, apprendre, vulgariser ça, soit dans les grands médias, soit sur les réseaux sociaux.
Ensuite, une partie qui est faire du truc de terrain très concret. Donc là, pendant 3 semaines, on a campé tous les jours devant l'Assemblée nationale pour impacter la loi climat, ou ça peut être faire des manifs, envoyer des lettres à l'ambassade des États-Unis. Enfin, ça peut être proposer des trucs d'action concrets aux gens. Et la 3e partie, c'est l'artistique. Et ça, c'est l'artistique. Et pour moi, ça marche trop bien parce qu'en fait, je me suis dit, ok, moi, ça me touche. Tu vois, de lire le rapport du GIEC, ça va me faire pleurer, super. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être sensibilisés par ça. Rapport, ouais. Voilà. Alors qu'en vrai, on a tous déjà pleuré devant un film, on est tous tombés amoureux d'un acteur ou d'une actrice en 2 heures alors qu'on sait que c'est faux. Enfin, ouais. Tu vois, il y a un truc où je me dis, mais c'est ouf le pouvoir que ça a sur nous, sur nos émotions. Alors que, enfin, je trouve ça hyper fascinant l'art. C'est fictif en plus, quoi. Ouais. C'est dingue l'art, à quel point c'est un truc universel. Et je me suis dit, si on arrive à utiliser ça pour faire passer aussi des messages plus forts, ça peut juste être dingue. Et donc j'avais écrit un texte comme ça. En haut de mes montagnes, j'étais confinée chez moi, là où j'ai grandi. Et mon pote réel, il a dit, bah, vas-y, on teste un truc, on filme. Il y avait une danseuse avec nous, elle a dansé. On a filmé ça et voilà, et c'était un peu parti comme ça. Et depuis maintenant, on tourne une série, donc c'est trop cool. D'accord, génial, qui sera diffusée gratuitement sur le réseau. YouTube. Gratuitement sur YouTube, génial. On essaie de résister à l'appel de toutes les plateformes et tout pour que ce soit massif, enfin que ce soit le plus de nombre de gens possible qui le qui ait accès. Donc c'est dur parce qu'il faut trouver des financeurs et tout, mais c'est très cool. Et voilà. Et là, c'est sur les générations, celui qu'on a tourné, c'est on appelle la génération d'avant. D'accord, bah, c'est en effet les plus réfractaires dans le sens où c'est ceux qui ont été le moins sensibilisés. Mais ok, bon bah génial, on a fait un peu du coup maintenant le point sur ton parcours parce que c'est clair que c'était hyper intéressant aussi. Enfin, moi j'adore notre conversation parce que j'imagine, les personnes qui écoutent comme moi, on apprend énormément de choses. J'espère. Et du coup ma grande question c'est, bon tu l'as un peu dit, t'apprends beaucoup dans les rapports, mais qu'est-ce que peut-être chacun et chacune d'entre nous on peut faire pour se renseigner parce que même là, moi, je me demande à titre personnel, c'est très dur, je trouve, quand tu commences à faire des choses, de garder le temps d'apprendre. Et moi, en toute transparence, c'est un truc, j'ai du mal en ce moment et ça me manque parce que je me rends compte que j'ai terminé les cours, donc en plus déjà, j'aurais plus cette porte-là pour continuer à apprendre. Et j'ai un peu un bad parce que j'ai envie de continuer à apprendre toute ma vie et je me dis, mais comment arriver à prendre le temps parce que faire parfois paraît plus important ou qu'apprendre parce que t'as quelque chose derrière de concret, tu vois. Mais en fait, pour moi, vraiment, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, à partir du moment où tu sais, t'as un pouvoir de dingue qui arrive. Et même, en fait, il faut décloisonner notre vision de la connaissance où c'est pas forcément passer des heures à juste... Faut arrêter d'être puriste, comme dans le militantisme, faut arrêter d'être puriste en disant si je lis pas vraiment le rapport en tant que tel... Il y a un côté un peu de snobisme. Donc si ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui font de la vulgarisation, même sur YouTube, qui sont trop forts, qui font des trucs trop bien. Sur l'écologie, il y en a plein. Il y a La Barbe qui fait plus de vidéos, mais qui en a fait des trucs de malade. Nicolas Mérieux qui est trop cool. Il y en a plein qui essaient de faire des contenus partagés, c'est sympa. Vincent Verza aussi qui en fait plus sur le militantisme et qui explique tout. Moi, c'est un truc que j'adore faire et que je vais continuer à faire là où j'essaie de, moi, passer les heures et de faire un espèce de gros exposé en prenant les infos clés et en essayant de les faire passer de manière hyper claire. Donc là, je travaille avec des journalistes pour fact-checker, faire des trucs avec des chiffres et travailler sur des données, mais faire des trucs hyper visuels où tu peux regarder en quelques slides l'info. Donc c'est hyper important de continuer à apprendre. Et peut-être un truc que je vous dirais, parce que j'aurais bien aimé qu'on me dise plus tôt, c'est faire le lien entre justice sociale et climatique. Il y a, allez, je te dis 3 idées claires, et parce que là, je pense que c'est le truc le plus important à retenir, je vais être rapide. La première, c'est que c'est pas une question de génération future. Faut arrêter avec l'idée de se dire qu'on se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. Juste maintenant, il y a 50 000 personnes qui meurent en France de la pollution de l'air chaque année. Donc, juste 50 000 du Covid, on avait déjà tout mis les avions à terre, on avait déjà tout enfermé les gens chez eux et tout, quand il y avait beaucoup moins de 50 000 morts. Parce qu'il y avait il y a une menace qui pesait sur nous, le Covid, donc on a agi bien mal, j'en sais rien, je suis pas épidémiologiste, mais je sais que dans mon quotidien, j'ai vu que l'État, les entreprises, tout le monde s'est chauffé et on a fait un truc. Là, il y a une urgence écologique, il faut pas croire que c'est pas parce qu'elle est pas prise au sérieux et qu'on n'agit pas, qu'elle est pas urgente et maintenant, vraiment. Donc, ce truc-là de prendre conscience que c'est ici que ça se passe, que c'est pas que non plus un truc du bout du monde, de banquistes qui fondent et tout ça, et de très loin. Chez nous, aujourd'hui, on voit, il y a 1/3 des oiseaux des champs qui a disparu. Il y a, en gros, pour les animaux vertébrés, depuis les années 70, il y a 68%. Donc, dites-vous, regardez un membre, genre votre famille, 10 personnes, il y en a 7 sur 10 qui ont disparu. C'est énorme. On est en train de perdre, on parle beaucoup du climat, mais la biodiversité, c'est du coup tout ce qui est vivant, dont on fait partie, est en train de mourir et de s'effondrer, mais à un point, mais genre flippant. C'est flippant et en même temps c'est assez une bonne nouvelle la seule bonne nouvelle c'est que
À l'inverse du climat, où là, il y a une durée de vie du CO2 et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui fait que dans tous les cas, il y a une espèce d'inertie qui fait que dans tous les cas, ça va continuer à se réchauffer. Sur la biodiversité, on peut grave agir. Genre, il y a une plage en Thaïlande, ils ont arrêté de faire venir des touristes. En quelques semaines, paf, d'un coup, il y avait plein de vie. Les coraux sont revenus à la vie. Ils ont nettoyé une plage en Inde. D'un coup, il y a eu plein de tortues qui sont revenues pondre. Enfin, il y a grave de trucs qui peuvent se passer et ça peut aller mieux vite. Donc prendre conscience que c'est pas pour plus tard, c'est pas forcément au bout du monde, c'est ici maintenant, et c'est une question de gens. Donc si vous n'avez rien à faire des pandas, c'est pas grave, c'est pas mon problème, mais il y a vraiment, en gros c'est les 10% les plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre, uniquement en France. Au niveau mondial, c'est bien pire. Mais 10% les plus riches. Voilà. Ah d'accord, en France, pas au niveau mondial. Non, c'est bien pire au niveau mondial, mais là c'est le rapport d'Oxfam qui se concentre sur la France. Donc prendre conscience aussi que se battre pour les inégalités, c'est aussi se battre pour un truc. En fait, c'est les plus précaires qui aujourd'hui subissent les conséquences. C'est ceux qui vivent près des usines, c'est ceux qui vont se taper la montée des eaux, qui vont devoir bouger de chez eux. C'est tous ces gens-là qui se payent des cancers à cause des produits pas bons qu'on met sur nos corps parce que c'est les moins chers ou qui mangent pas bien. Donc voilà. En fait, tout ça est très lié, mais prendre conscience que c'est ici, maintenant et que c'est les gens, je pense que ça donne quand même vachement plus envie d'aller vite, quoi, après. Ouais, mais là, j'imagine que plein de gens se disent « Ok, mais maintenant quoi ?» Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tu as 4 heures. Très bien. Moins que ça, enfin beaucoup moins que ça. En fait, à mon sens, c'est important de... Il y a un peu un truc en ce moment de dire « Ouais, les petits gestes, ça sert à rien. Agir dans mon quotidien, ça sert à rien. » Je suis pas du tout d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. Il y a un chiffre, comme vous allez souvent entendre, qui dit que si tous les Français étaient parfaits, étude de carbone 4, on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc si tous les Français étaient véganes, zéro déchet, prenaient plus jamais l'avion de leur vie, machin, ce qui est déjà énorme. En réalité, il faut comprendre, et je vais être rapide aussi, mais plusieurs choses, c'est que déjà c'est un truc de santé mentale, de pas être ce qu'on appelle en dissonance cognitive, c'est-à-dire de penser un truc et de faire autre chose. C'est hyper important pour vous. Vous allez vous sentir mieux, vous allez moins être en éco-anxiété si vous agissez dans votre quotidien. Donc ça, c'est déjà, rien que pour ça, c'est cool de faire des choses avec lesquelles on est aligné. Moi, j'essaie dans mon quotidien d'être aligné avec ce que je prône. C'est le minimum. Ouais. Donc ça vaut le coup de le faire. Ensuite, il y a quand même un impact. Et il faut se rappeler très rapidement, les entreprises, elles font quand même le graphique de base d'offres et de demandes. Vous êtes la demande. Donc le boycott, c'est un truc qui fonctionne. C'est vieux comme la nuit du temps, mais ça fonctionne. Ouais. Si personne n'achète, ils n'en produiront plus, point. Enfin, je sais pas, le Coca, pendant un exemple, ou McDo, ils sont pas fans de l'idée de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un gars qui est en mode « vive ma formule ». Enfin, si personne n'achète, ils feront autre chose. Vraiment, ils bougeront. Les entreprises, elles peuvent bouger. Shell, à la base, c'était pas de l'essence, ils faisaient du commerce de coquillages rares. C'est pour ça que c'est un coquillage. Donc les entreprises sont capables de bouger si les consommateurs aussi poussent. Et au niveau politique, faut pas croire que c'est une fois tous les 5 ans et après ils s'en fichent. Les décideurs politiques qui regardent ce que pense l'opinion publique. Ils font des instituts de sondage, ils vont sonder. Donc vous, si vous donnez un peu l'impression que, enfin, si vous agissez et que si vous montrez que la société est en train de changer, beaucoup plus vite. Moi, j'ai rencontré plein de décideurs politiques qui disaient oui, mais les Français sont pas prêts. Si on montre qu'on est prêt, ça va changer aussi beaucoup plus vite. Donc même dans votre quotidien, vous impactez le monde, c'est déjà super. Donc on peut commencer le régime, réduire sa consommation de viande et de poisson. Regardez Seaspiracy, parce que les poissons, c'est aussi un gros délire. Ça, c'est déjà super, parce qu'il y a un gros impact. Limiter les voyages en avion et de redécouvrir nos régions, redécouvrir la France, ça, c'est un énorme impact aussi. La mode, je vais pas en parler parce que tu en parles beaucoup, mais c'est un gros impact. Allez voir ma dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est les trucs de base. Et en fait, il n'y a pas une échelle. Enfin, faut pas genre commencer par zéro déchet avant de faire une manif. Faites ce qui vous fait kiffer. Non, il n'y a pas de règle, juste ça. C'est juste faites ce qui vous fait kiffer. C'est-à-dire que vous, si c'est ce que vous aimez, c'est d'aller faire du woofing, commencez par faire un mois genre dans une ferme et apprendre la permaculture. Et c'est pas grave si par ailleurs vous n'êtes pas zéro déchet en fait. Enfin, on s'en fout, il n'y a pas de diplôme d'activisme. Vraiment, genre, juste on a besoin tellement de tout le monde que si vous aimez trop genre faire de la musique, mais devenez un artiste de malade qui a une voix qui porte ces messages-là et qui donne envie à plein de gens de se lever le matin pour changer le monde. Ouais. Peu importe ce que vous faites, mais juste faites un truc qui a du sens. Parce que si vous êtes aligné avec vous-même et que vous faites des trucs qui vous fait kiffer, que vous aimez, vous allez réveiller votre intranquillité et du coup votre capacité à vous réveiller quand dehors il y a des choses qui sont en dissonance, qui font pas sens dans la société, quoi. En fait, ce que je trouve hyper difficile, enfin déjà, je suis assez admirative du fait que tu gardes ton énergie et tu vois, enfin on entend tellement en effet ce discours de la part de personnes qui au contraire sont hyper pessimistes et fatalistes et à juste titre aussi. Enfin bref, moi je trouve ça cool quand même de voir vraiment du positif et de l'énergie. Et en fait, moi parfois le truc qui me déprime, c'est que je me dis
je pense que pas mal de gens veulent faire plein d'efforts et puis après t'allumes ta télé et tu vois ce qu'ils font aux États-Unis ou en Chine. Enfin, encore une fois, c'est pas juste pour pointer du doigt des gens, tu vois. Mais c'est vrai que quand moi j'ai vu les chiffres de la consommation d'énergie chinoise qui ne fait qu'augmenter, que eux, enfin, ils jettent mais tout par terre. Enfin, tu vois, je veux dire, les Français sont pas du tout parfaits, mais au moins, c'est vrai quand même les gens utilisent les poubelles qui sont dans la rue. Et il y a un peu ce truc de, bah ouais, mais à quoi bon, tu vois. Ouais, je comprends de ouf. Ça, c'est un vrai argument qui est ressorti en effet plein de fois. En fait, déjà, il y a aussi une grosse... la manière dont les chiffres sont présentés sont souvent très très trompeurs parce qu'il y a beaucoup d'intérêts diplomatiques. En fait, quand on remet à la consommation par personne, sachant que les Chinois et les Indiens typiquement sont très nombreux, nous on consomme beaucoup plus en tant qu'Européens qu'un Chinois moyen. Donc quand on remet par habitant, en termes d'émissions, c'est énorme. Nous, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'un Français, en gros, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Donc on peut dire, quoi, ça veut dire quoi ? Très concrètement, les fameux 1,5 degrés, la COP21, les accords de Paris, que vous avez peut-être entendu parler, l'idée de dire on limite le réchauffement à la fin du siècle à 1,5 degré, il faudrait émettre pas plus de 2 tonnes de CO2 par Français et par an. 11 tonnes, 2 tonnes. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est assez énorme. Donc en fait, typiquement, par exemple, un Français, c'est en moyenne entre 4 et 5 terres. Si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 5 terres. Sauf qu'a priori, on n'en a qu'une. Donc ça veut dire qu'on la pique aux générations d'après et on la pique à des gens qui aujourd'hui peuvent pas vivre avec une seule planète, quoi. Donc faut voir ça. Faut voir qu'en fait, quand on consomme plus, il y a un gâteau. Si on prend 2 parts, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va pas avoir à manger, vraiment. Donc si on pense comme ça, après on se dit ah oui. Et il y a aussi une responsabilité aussi qu'on a historique. C'est-à-dire que nous, donc ça c'est un peu chiant parce que on n'est pas nés là, mais comme les gens qui sont nés à l'autre bout du monde, qui sont nés ouïghours et qui aujourd'hui sont massacrés, ils n'ont pas non plus choisi, quoi. Donc ça va, on est quand même plutôt bien lotis. Mais on a une responsabilité historique de ouf parce qu'on s'est développé en premier, on a grave profité. On a sorti les énergies des sols en premier, on a fait cette industrialisation en premier, et du coup, à un moment donné, maintenant, c'est facile de pointer du doigt ceux qui en fait, sont au début de leur développement en disant « mais oui, vous », mais parce que nous, on a déjà fait, en fait, cette phase-là, où on était un peu dans l'expansion. Et donc maintenant, on vit sur les bases solides de ce qu'on a construit, donc on se doit d'autant plus de le faire. Parce que sinon, on le fait pas, on peut pas demander à des gens qui sont déjà en galère, quoi. En tant que privilégié, on a on a une grosse responsabilité parce que sinon on le fait pas, on va pas demander à des gens qui, mais même au point de vue français, les gens qui disent oui, mais alors les gens de banlieue, ok, c'est super sale, ils jettent n'importe où. Enfin, j'ai vraiment des gens qui me disent ça. Je suis en mode, mais vous vous rendez compte qu'on peut pas demander déjà quand on regarde les émissions entre nous, nos iPhones de partout, nos vacances à Bali toutes les 2 semaines et tout. Enfin, en termes d'émissions, on est quand même bien plus là, même si c'est moins visible. On peut avoir l'impression que c'est moins visible. Et en même temps, on peut pas demander à quelqu'un qui a une charge mentale d'avoir 3 jobs pour payer ses études, de galérer, de en plus dire vas-y, concentre-toi sur la planète. En fait, il faut déjà qu'en tant que privilégié, on se dise on a une grosse responsabilité. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Ouais, de toute façon, c'est la notion de privilège où aussi là, en fait, il y a une éducation à faire parce que moi, je me souviens toujours sur une vidéo YouTube que j'avais faite il y a longtemps sur genre mon parcours, bref, par rapport à mon poids, etc. J'étais au tout début de mon éducation sur les privilèges, etc. Tu vois, ça devait être il y a 2 ans et demi. Et donc, j'avais eu quand même la présence d'esprit de dire... parce que voilà, j'avais quand même dit, bon voilà, après je sais que je suis quand même une femme mince, blanche, voilà, privilégiée. Et il y a une fille qui avait commenté, tu te rends compte quand même à quel point c'est honteux de dire que c'était privilégié d'être blanc et tout. Et t'avais quelqu'un qui lui a dit, mais c'est la notion de privilège, tu vois. Mais donc en fait, je me rends compte que c'est vrai qu'il y a aussi une éducation à faire là-dessus, sur ce que c'est, tu vois, que toi, comment est-ce que t'en as pris conscience qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux gens qui ne se rendent peut-être pas compte de leurs privilèges et comment on peut aider ceux qui ne le sont pas, quoi. C'est normal, en fait, c'est normal de pas apprendre. En fait, il faut quand même avoir une grande bienveillance et se dire que on apprend tous les jours. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis encore hyper larguée et je découvre et je suis en mode ah ok merde, je savais pas. Enfin, tu vois, où on apprend tout le temps, on est toujours en apprentissage et on dit beaucoup le mot déconstruction. Je l'aime pas trop parce que du coup, c'est un peu négatif. C'est genre en mode il faut qu'on déconstruise un truc alors qu'en fait, on peut juste construire notre nouvel imaginaire qui est beaucoup plus et notre nouvelle réalité qui est beaucoup plus sincère et égalitaire, quoi. Mais bon bref, mais au-delà de ça, en fait c'est se rendre compte de ses privilèges, c'est se dire juste il y a des gens qui avec genre une couleur de peau différente, un genre différent, une identité sexuelle différente, une situation économique différente vont pas avoir les mêmes droits. Et c'est juste ça, c'est-à-dire que tu vas pas te faire arrêter ou traiter de la même manière par la police, tu vas pas avoir les mêmes chances d'accéder à des postes juste par des choses qui ne définissent pas qui définissent la personne, mais qui ne dépendent pas de toi en fait, qui ne dépendent pas de toi. Et du coup ça c'est ouf, ça c'est ouf. Et en fait quand tu réalises ça,
tu te prends pas mal de claques. Ouais. Et je pense que c'est vraiment super important de savoir d'où tu parles. Et pas sans vouloir, enfin, il y a pas de souci, mais du coup, c'est le minimum qu'on peut faire parce que du coup, ça nous permet de devenir alliés de ceux qui ont pas ces privilèges-là. Et du coup, de ceux qui ont pas ces privilèges-là, la meilleure manière, on peut dire, de les aider, pour répondre à ta question, c'est justement de les écouter et de leur poser la question, en fait. Ouais. Et moi, il y a plein de trucs où je suis larguée, je sais pas trop, et je demande à des amis qui sont dans cette situation, ok, en fait, c'est quoi comment je t'aide au mieux? Est-ce que c'est comment est-ce que je suis plus efficace? Dis-moi, reprends-moi quand je fais un truc à côté de la plaque, tu vois, où j'ai plein de potes qui sont sur le féminisme en train de me dire, mais en fait, là, dis-moi pourquoi c'était border, ça, tu peux m'expliquer. Et en fait, c'est la meilleure des positions à avoir. Ouais. C'est de partir avec beaucoup d'humilité. Et les gens, généralement, ils sont bienveillants, ils ont envie d'expliquer aussi. Donc, il n'y a aucun souci, tu vois, de se dire, ah oui, c'est pour ça, donc je ferais mieux différemment. Ouais. Bon, après, les gens n'attendent pas toujours que tu poses la question. Oui. Mais c'est vrai, enfin, moi, je me souviens d'une personne qui m'avait... justement, enfin, qui m'avait parlé j'ai oublié le terme exact, mais de ce dont tu parlais, du fait que ce sont les personnes les plus précaires qui en fait souffrent le plus de l'urgence climatique, et qui en fait parfois du coup, en fait méprisent les personnes blanches privilégiées qui parlent de ces sujets-là. Toi, tu vis comment ça aussi parce que tu parles de cette situation sans la connaître, et ce que je trouve dommage, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne trouvent pas légitime des personnes qui, n'ayant pas vécu la situation, partent du principe que tu n'es pas à même d'en parler. Ça, ça rejoint totalement le sujet dont on parlait au tout début, qui est faut aussi faire, en fait, c'est tellement compliqué. En fait, c'est juste que des fois, il faut faire, et là j'apprends encore, mais il faut faire la balance entre l'idéal et l'action. Enfin, il y a un peu un truc de sinon je ferais plus rien, c'est clair. Et juste je serais en total avec mon cerveau qui fumerait tout le temps en train de me dire est-ce que je peux, en fait moi j'essaie de trouver le bon milieu entre ok, je prends conscience des privilèges que j'ai, j'avance, j'en découvre des nouveaux petit à petit, je découvre des trucs que voilà. Donc je laisse la place à d'autres quand je peux, tu vois, typiquement je vais faire un podcast, un truc comme ça, je vais inviter une personne racisée pour qu'elle me parle de ce qu'ils appellent l'écologie décoloniale, ce qui est du coup le lien entre, comme l'écoféminisme, qui est le lien entre le féminisme et l'écologie, donc là qui est le lien entre les deux. Typiquement c'est donner la parole à ces gens-là, mais ça veut pas dire non plus que du coup je ne peux pas parler d'écologie. Enfin, je veux dire, l'écologie par définition c'est le truc qui est le plus universel sur Terre, parce que ça concerne tout le monde qui est vivant, et même plus largement tout ce qui est en vie. Donc à partir de là c'est l'apanage de personnes, c'est vraiment l'apanage de personnes, et il faut des gens, parce qu'en fait on va s'identifier, c'est-à-dire que même des grands chefs d'entreprise, typiquement là avec Emmanuel Faber, qui par ailleurs qui était PDG de Danone, qui a peut-être fait des trucs pas cool, je suis pas du tout en train de défendre comme un grand messie, mais peut-être que lui, s'il va parler d'écologie, dans son petit cercle de grands chefs d'entreprise dans l'entre-soi, si c'est lui qui va parler de ça dans son milieu, il va donner envie peut-être beaucoup plus facilement à des grands chefs d'entreprise de bouger, que si c'est moi, une petite meuf de 22 ans qui va leur parler de ça. Ils vont plus facilement pouvoir me regarder du doigt en disant mais elle a rien compris, elle connaît rien. Alors que si c'est un grand PDG qui va, tu vois, si c'est un de leur père en fait, c'est ça. Donc en fait vous êtes toujours le père de vos potes, de vos proches, donc c'est pour ça qu'il faut tous qu'on le fasse. Et du coup, est-ce que, sachant que tu te renseignes déjà énormément sur l'écologie, est-ce que tu te renseignes sur l'écologie décoloniale, sur l'écoféminisme, sur d'autres formes d'écologie pour, tu vois, est-ce que tu essayes quand même d'être dans le côté il faut que j'en sache le plus possible, ou au contraire tu te dis bon, il y a tellement de choses à savoir, en fait si à un moment je veux bien faire les choses, il faut que je me concentre sur ce domaine-là. Non, j'essaie d'apprendre, mais ça veut pas dire que je prends la parole dessus tout le temps. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels je me sens plus à l'aise de prendre la parole quand j'ai vraiment creusé le truc. Et en même temps, ça va à l'inverse de ce que je prône, qui est de dire à tout le monde n'attendez pas de vous sentir parfait, légitime pour oser parler, parce que si vous attendez d'avoir lu tous vos rapports, d'être pour oser parler, personne va le faire. Donc go. Et puis en fait, savoir se remettre en question, c'est-à-dire qu'aucun fait des gaffes, mais le monde ne va pas s'effondrer si on fait une gaffe. Donc quelqu'un va nous le dire, on va dire mea culpa, pardon, c'était maladroit, j'accepte mes erreurs, je les reconnais et on avance, quoi. Si on sait faire ça, il n'y a pas de souci, ça va aller, quoi. Vraiment, c'est tout. C'est surtout ça, en fait, pour moi, comme position. Et après, moi, c'est sûr que du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le lien entre justice sociale et climatique. Et aussi entre ce truc de biodiversité, quoi, ce combat qui est complètement ignoré. On parle beaucoup du climat, on fait des marches pour le climat, et on oublie qu'il y a tout un pan énorme qui s'appelle le vivant et qui est en train de s'effondrer. Donc ça, pour moi, c'est un gros sujet. L'agriculture aussi, c'est un gros sujet. Ok, voilà. Passionnant. Alors moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, et j'avoue que pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, c'est très difficile de faire
même le terme est mal choisi, j'allais dire faire des choix dans ces combats, c'est faux, il y a pas de choix à faire, mais vu que moi j'essaie de énormément prendre la parole sur l'injustice sociale qui est le sexisme et tout ce qui touche à la cause des femmes, typique, je réfléchis beaucoup de par mon passé vachement économique à c'est quoi le capitalisme qui a du sens en fait. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il faut redéfinir le capitalisme? D'un côté je me dis c'est pas possible de recommencer sans ce qui a permis aujourd'hui de la société telle qu'elle existe, et j'aimerais avoir son avis là-dessus. Donc sur le capitalisme ? Ouais, est-ce que pour toi un capitalisme responsable est possible ? Franchement, si vous écoutez, très bon sujet de dessert pour le prochain examen. Je vais me faire taper dessus. Franchement, j'y crois pas beaucoup parce que ça n'a pas fait ses preuves en fait. Ça n'a pas fait ses preuves aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on voit bien que en fait, c'est dans l'histoire de l'économie, en fait, on nous a souvent dit comme si c'était un truc inévitable, comme s'il va falloir faire avec, c'est une donnée, les potes. Et ce truc-là, c'était souvent une excuse qu'on me donnait en tant que dirigeant, et enfin de dire oui, mais on peut pas faire différemment, c'est une grosse machine. Covid, 24 heures, tous les avions cloués au sol, toutes les entreprises fermées. On découpe de l'argent magique de l'État pour mettre des milliers de personnes au chômage partiel. Pour le coup, il est pas magique. Un jour, on va devoir le rembourser. C'est ça, mais donc du coup, en fait, la question, c'est de se dire, il y a eu une menace, on a réussi à mettre de l'argent sur la table, on a réussi et donc c'était galère, hein, mais on a fait des choses, quoi. Et donc en fait, c'est se dire ça. Et pour moi, le problème de ce capitalisme-là, c'est qu'il a entraîné avec lui aussi beaucoup de domination. Ouais. Et que moi, j'ai totalement profité de ça, dans le sens où ça m'a permis quand on prend la famille de manière plus générale, toutes les personnes qui nous écoutent, on a tous profité du capitalisme en fait. Je reste boursière et tout, il y a pas de souci. Mais c'est juste un sort de truc, on a un produit de ça, et en fait, et quelque part, on a bien sûr que sûrement j'aurais pas été en aussi bonne santé, peut-être que mes parents n'auraient pas vécu aussi vieux, que tout ça, évidemment que tout, c'est pour ça que c'est toujours difficile, parce que c'est quand même avec l'agriculture intensive, pour faire un parallèle. Bien sûr que moi aujourd'hui je le dégomme, mais que peut-être que je n'aurais pas pu vivre sans ça. C'est-à-dire que ça a permis à plein de gens de sortir de la faim. Le truc qu'il faut comprendre, c'est juste maintenant, on se rend compte, ça a répondu au défi d'un temps, sauf que maintenant, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. En fait, on allait trop loin. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions, on va trop loin, on donne un bras, une main, et on veut le bras, quoi. En fait, c'est exactement ça, c'est qu'on est allé trop loin, et donc du coup, maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on réinvente ? C'est pas de dire, oh là là, mais vous êtes vraiment nuls depuis le début, vous avez rien compris. Ça a permis certaines choses, maintenant, ça ne détruit beaucoup plus de choses que ce que ça profite. Donc il faut qu'on change, les potes, quoi. C'est clair, mais c'est con, parce que moi, je pense à un parallèle aussi qui est peut-être absurde, mais c'est comme la cigarette. Dans les années 60, tu vois, nos parents, ils fumaient à la fac dans les amphis, parce qu'on ne savait pas. En fait, on savait pas que ça générait entre autres des cancers du poumon. Et l'agriculture intensive, je pense que quand c'est arrivé, on voyait que le côté génial et en effet presque miraculeux de ça va pouvoir nourrir la population qui grandit, etc. Parce qu'on ne savait pas derrière les OGM, les conséquences, les sols, l'extinction de la biodiversité. Et c'est vrai que le problème maintenant, c'est que au moins la clope, on l'a régulée. On a augmenté les prix, tout ce que tu veux, et là où aussi on a peut-être fait en sorte que le capitalisme ait du sens. C'est un grand mot ce que je dis, mais au moins moi franchement il y a un truc où si on a besoin d'argent à un moment, taxons ce genre de truc qui à un moment tue aussi le vivant. J'ai l'impression qu'on ne fait rien pour le réguler, même si on commence à faire des choses. Mais je sais pas pourquoi il y a plutôt ce côté on prend pas peut-être l'entière responsabilité des excès que ça a généré. Mais tu vois, en fait, encore une fois, quand on reprend la distance, le capital, à la base, c'est typiquement... ça devient l'objectif du capitalisme, de capitaliser. Typiquement, une différence entre une association et une entreprise, c'est que quand tu as du capital et que tu essaies de capitaliser, c'est que tu essaies de faire du profit d'un truc, et que du coup, pas tout l'argent va être réinvesti dans les salaires des gens, dans développer ton entreprise et tout. C'est que tu cherches à ce que ça devienne une fin en soi, et on a financiarisé tout ça. Pour pas devenir trop complexe, c'est juste, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. C'est que si on dézoome, il faut se rendre compte que c'est hyper récent dans l'histoire économique, que c'est une manière de faire, mais que c'est pas du tout la seule. C'est vrai. Et que ça a répondu à un défi, mais que ça a créé tellement d'inégalités et ça a mis tellement de systèmes de domination en place qu'en fait, on peut plus aujourd'hui se dire ça fait tellement profiter qu'un tout petit nombre face à tellement de gens qui en souffrent que pour moi, on peut pas collectivement choisir ce modèle-là. Ça ne fonctionne pas, on détruit le vivant. En fait, ça devient complètement fou et ça nous échappe à un point où maintenant, on en est à menacer notre propre existence. Et ça choque personne, c'est quand même on se met à croire à un truc totalement typiquement ce truc de croissance infinie. C'est devenu
tellement un but en soi et qu'on a des œillères et qu'on voit plus qu'on est en train de se mettre en danger nous-mêmes. On scie la branche sur laquelle on est assise. Ça devrait quand même être notre ligne rouge. Se dire, là, à un moment donné, les potes, est-ce qu'on préfère sacrifier des vies pour un truc qui est factice ? Faudrait peut-être repenser en termes de priorité, quoi. Tu sais, en fait, je pense que le problème, une de mes théories, c'est que l'homme, foncièrement, ce qui le nourrit, c'est aussi le progrès. Et je dis pas que la croissance est forcément le progrès, mais dans nos esprits, c'est perçu comme tel. Et je le vois avec un truc, mais tout con. Hein. Les likes ou les abonnés. C'est que toutes les personnes qui nous écoutent, je pense, sont contents quand ils ont beaucoup de likes. Et moins t'en as, surtout quand t'as été habitué à en avoir beaucoup, moins t'es content ou en tout cas t'es frustré. Et donc je pense que c'est vraiment une espèce vraiment un mécanisme du cerveau humain de chercher l'augmentation, de chercher la croissance. Et donc en fait, ce n'est dans l'intérêt de personne de dire à un moment, ok, ciao à ce mécanisme de récompense un peu de la croissance, parce que c'est toutes les entreprises elles aiment voir leurs chiffres augmenter et même parfois pour faire le bien aussi, pour employer plus de gens, il y a plein de raisons légitimes. Mais en effet, comme tu dis, je sais pas comment faire pour réveiller les gens et leur dire en fait à un moment détache-toi de ça, de cette nourriture là, pour en fait revenir à un truc beaucoup plus fondamental, quoi. La réponse pour moi c'est le moins c'est mieux, c'est-à-dire que le progrès, typiquement l'intelligence, ça veut pas dire, c'est pas une fuite en avant. La définition de l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter quand on check le dico. Donc en fait c'est vraiment ça, c'est la capacité à s'adapter. Aujourd'hui on a un réchauffement qui nous impacte, donc il faut essayer de le diminuer, de le réguler au maximum et en même temps de s'adapter à ce qui va être. Donc pour moi être intelligent, être en progrès, ça veut dire ça. Pourquoi typiquement la croissance, on a dit qu'on était décroissant, c'est nul comme mot. C'est nul. Moi je suis pas décroissante, je suis la croissance verte. En fait, ou responsable. Moi je suis croissante en santé, en bonheur, en amour, en équité des gens, en justice, tout ça, je veux que ça croisse, mais indéfiniment, vraiment. Par contre, je veux pas que les inégalités continuent à croître, je veux pas que le chômage continue à croître, que la violence continue à croître, et c'est ce qui est en train de se faire avec ce qu'on a appelé croissance. Donc en fait, c'est juste questionner les termes, vraiment, encore une fois, et se dire, c'est vraiment on veut pas moins, une société plus écologique, ça veut pas dire moins nécessairement, ça veut dire plus à beaucoup de choses. Comme pour la liberté, on me dit oui mais alors vraiment vous allez réduire nos libertés, comment ça, imaginez un menu végétarien, ça veut dire que j'aurais pas le droit de temps en temps de prendre de la viande et tout. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous préférez entre la liberté de pouvoir avoir accès à un air pur et de pas mourir de cancer du poumon à cause des particules fines des voitures, ou la liberté de pouvoir avoir une terrasse chauffée quand vous prenez des verres avec vos potes? Vraiment, posez-vous la question en fait. On parle quand même en termes de proportion, quelle liberté vous voulez. Donc c'est aussi ça, c'est re-questionner les termes, et on peut continuer à être dans du progrès. Typiquement les likes, pour reprendre ton parallèle, moi je préfère avoir plein de messages de gens qui me disent mais ça m'a vraiment, j'imagine que toi aussi j'ai pris une claque, j'ai compris un truc, dans ton cas je me suis libérée d'un système de pensée où vraiment je contrôlais trop mon corps et tout, en fait je me rendais compte que c'était des dictats de la société et que moi j'étais pas heureuse. Si tu changes la vie comme ça de 10 personnes, est-ce que c'est pas beaucoup plus valorisant que d'avoir 100 likes ? Non, mais carrément, c'est beaucoup plus significatif. En fait, ça peut être du plus, mais juste dans un truc de qualité et pas uniquement de quantité. Et là, ça change tout. Et donc, toi, tu crois en quel modèle ? Celui qu'on va mettre en place ensemble. C'est-à-dire qu'il a inventé. J'ai pas du tout la solution. Je sais pas, comme tu as lu beaucoup de théories là-dessus, je me dis, est-ce qu'il y a un modèle qui déjà a été théorisé par un économiste scientifique, je ne sais pas qui. Il y en a des milliers, mais en fait, moi, il y en a des milliers, mais Parce que je pense que c'est le problème aussi. C'est que, en fait, ça serait beaucoup plus facile de dire bye-bye au capitalisme s'il y avait un modèle qui nous semble vraiment pertinent. Il n'y a pas de modèle parfait. Il y a de l'économie circulaire, il y a tout ce genre de choses. Quand je vous parle de la théorie du donut aussi, il y a plein de choses comme ça. Mais surtout, en fait, c'est ce que nous, moi je crois en la démocratie vraiment, c'est-à-dire que je crois en la capacité des gens à, quand ils sont formés, quand ils ont typiquement la Convention citoyenne pour le climat, c'est assez ouf. En gros, en super court, il y avait 150 gens tirés au sort, qui étaient un boulanger, un chômeur, une étudiante, et qui ont été face pendant 6 week-ends à des experts qui leur ont mis face à eux l'urgence climatique et sociale. Et après, ils ont eu aussi le patron de Carrefour et le patron de Biocop, ils ont eu tous les visions, et ils ont pris des décisions, ils ont mis en place des solutions. 150 personnes qui n'étaient pas du tout militants, écolos ou quoi, qui ont trouvé des solutions, mais tellement à la hauteur et tellement cool
que tu te dis, mais en fait, si juste on redonnait du pouvoir aux gens et qu'on faisait l'effort de se poser la question, mais les solutions, il y en a des tonnes. Et en fait, non seulement il y en a plein que les scientifiques établissent depuis des années, mais si collectivement on les décide, elles seront poussées par nous, les gens, et alors là, ça peut être tellement puissant. Donc moi, la solution, c'est la démocratie. C'est juste, venez, on se pose la question ensemble de ça, et on le fait, quoi. Bah, moi, j'aimerais vraiment... Enfin, je te rejoins vachement sur ce côté, en plus, la force du collectif et même confronter les points de vue de personnes de différents milieux, différentes ethnies, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un biais humain. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi assez réparti de manière aléatoire, en fait. Il y a des personnes très individualistes, il y a des personnes très collectives. Et donc, en fait, c'est un peu l'homo economicus, quoi. Le côté où, ouais, mais il y a des personnes qui vont juste rechercher leur intérêt personnel, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui volent, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui font des trucs vraiment pas cool dans ce monde, tu vois. Et du coup, j'ai ce côté-là où la démocratie, génial, mais voilà, j'ai un doute sur est-ce qu'il y a pas des personnes qui vont un peu faire niquer le truc parce que fondamentalement, eux, ils rechercheront avant tout leur intérêt propre et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, tu vois. Je juge pas, quoi. Bah, en fait, c'est ce qui se passe aussi quand on a un modèle où on a des élus, sauf que c'est encore dans un plus petit nombre, donc du coup il y a proportionnellement plus de chances que les quelques-uns qui sont individuels et qui sont, pour le dire, des connards, que leur parole ait plus d'impact parce qu'ils vont représenter des milliers de personnes. Donc en fait, plus on est collectif, plus du coup proportionnellement ces gens-là vont moins avoir de poids. Donc quelque part, et il y a beaucoup de belles histoires. Par exemple, il y avait un climato-sceptique dans la Convention citoyenne qui s'appelait Olivier et qui, face à cette super belle aventure, a carrément changé. Moi, je crois beaucoup dans la capacité des gens à changer. C'est ce qui me fascinait aussi avec la délinquance juvénile. En fait, t'as des gens qui font des crasses pas possibles à leurs camarades, qui se mettent à voler et tout. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est qu'ils ont eu, au lieu de les enfermer en prison, tu te rends compte que de mieux gérer les foyers, de mieux gérer les gens qui se retrouvent orphelins et qui galèrent et tout, et en fait, ça te permet d'éviter derrière la conséquence. Donc, si tu t'attaques vraiment à la source des trucs, tu peux tout changer. Donc je crois beaucoup dans la capacité de l'humain à avoir une sorte de rédemption, quoi. Ouais. Et donc à changer et ouais, peut-être que c'est naïf, hein, mais de toute façon je pense qu'il faut être naïf pour faire bouger les choses parce que sinon on fait rien. Non, mais en plus là je me suis grave fait l'avocat du diable non, mais t'as raison, parce que alors que à la base je suis grave au contraire comme toi la personne qui a grave la foi, l'énergie et tout, mais c'est vrai que fondamentalement je pense qu'on a tous et toutes des questions et je me suis dit autant que moi je les pose pour qu'on cherche des pistes de réponse. Et puis en plus c'est génial vu que comme dans l'absolu t'as plein de réponses à apporter, je trouve que ça apporte quand même énormément d'espoir. Bon, j'aimerais continuer ce podcast honnêtement encore des heures et des heures. Malheureusement, et c'est là où on voit que la technologie n'est pas parfaite, la technologie ne nous permet pas de garder un espace mémoire suffisant pour que la qualité de ce podcast soit... Non, je pense que non. Donc je pense à le dire maintenant parce que généralement je le dis à la fin de l'épisode, mais pensez à envoyer un message à Camille, à partager l'épisode si jamais vous l'avez apprécié en story et tout, parce que c'est ça qui nous permet aussi de savoir que l'épisode vous a parlé et que on fera une deuxième partie, peut-être voire même une troisième, tellement je pense qu'on a de choses à dire. J'ai envie de te demander juste là, pour toi, c'est quoi les next steps? Parce que dans l'urgence climatique, il y a tellement de sujets. Est-ce que c'est pas difficile aussi pour toi parfois de te dire, de prioriser en fait les urgences, genre même les prises de parole, les sujets sur lesquels tu veux intervenir? En fait, personne n'est remplaçable, donc je sais que si je le fais pas moi, d'autres le feront, et donc je fais avec le cœur, quoi. Vraiment, c'est l'intuition, ce qui me fait kiffer. Ouais. Parce que si on fait des choses qu'on aime, on impacte le monde positivement. En fait, moi, les personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie, qui ont le plus changé ma vie, c'était des personnes qui rayonnaient. Parce que peu importe si c'était un boulanger passionné, si c'était une entrepreneuse passionnée, si c'était un caméraman passionné, mais juste des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font, parce qu'ils font avec passion et qu'ils aiment, on impacte le monde de manière tellement positive. Donc moi, j'essaie juste d'aller sur les sujets qui me font, où je sens que vraiment là je vais avoir là je vais le faire avec le cœur, quoi. Ouais, ok. Donc voilà, est-ce que là je vais partir en bateau en Islande parce que j'avais très envie dans le plus gros glacier d'Europe, à interviewer des scientifiques, faire un documentaire sur ça, partir en bateau avec 3 amis en bateau à voile. Voilà. Génial. Donc tu fais le trajet France-Islande en bateau. J'ai trop peur et pareil que il y a des vagues monstrueuses et j'ai mal de mer, donc je sais pas comment je vais faire, mais justement généralement ce qui me fait peur c'est ce qui est le plus beau derrière, donc je continue à aller chercher ce qui me fait peur un peu. T'as raison, faut sortir un peu de sa zone de confort. C'est ça j'allais te demander si si on pense à Camille peut-être avant qu'elle entre à Sciences Po et qu'il se passe tout ce qui s'est passé, quels seraient les 3 enseignements que tu aurais envie de lui dire, pour qu'elle l'apprenne peut-être plus tôt, ou peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir ces leçons et de les vivre. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je pense que
ça va être très développement personnel et hyper bateau, mais en réalité, je crois que c'est les trucs les plus utiles que j'ai pu avoir. Moi, c'est vraiment se libérer du regard des autres. Enfin, ça a l'air si cliché, mais c'est tellement non, mais agréable. Attends, c'est la clé. C'est vraiment ça. C'est en fait de me dire, prendre conscience que tu ne plairas pas à tout le monde. Faut se libérer de cette envie de plaire à absolument tout le monde. Statistiquement, c'est pas possible. Et tant mieux, sinon on s'ennuierait. Enfin, c'est pas grave. Donc, fais vraiment, écoute-toi en fait, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Tu peux faire de grandes choses si tu y crois. T'as des privilèges aussi, d'avoir grandi dans un endroit paumé en pleine nature avec des parents très conscients, tôt, qui t'ont élevé hors des écrans, hors des technologies, hors de tout ça. Ben, c'était une chance, et donc utilise tes privilèges que t'as eus, vraiment. Tu te dois de penser un peu plus grand que toi-même en fait. C'est pas tant un choix, un truc cool, hein. On se doit de penser plus grand que nous-mêmes. On peut pas juste être là et kiffer notre vie quoi. Quelque part, c'est quand même tellement précieux et hyper improbable le fait qu'on soit en vie. Moi je trouve ça complètement fascinant. Ah ouais, parfois quand tu te penches dessus, c'est délire, vertigineux. Genre, c'est complètement quand tu chelou, penses juste sur comment t'es arrivé là aussi, genre processus de grossesse et tout, bref. Moi je trouve ça, non mais c'est complètement fou. On peut pas juste comme fabuleux. Ça laisser à côté. Enfin, c'est tellement dingue qu'on se doit d'honorer ça vraiment. Ouais. Et je lui dirais, que ça va aller en vrai, ça va aller. Ok, génial. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Si tu as une ressource à nous conseiller, it's gonna be hard pour toi, donc t'as le droit d'en conseiller plusieurs. T'en as une, parce que franchement, moi je suis preneuse de plusieurs. Un livre peut-être où quelqu'un a écouté en conférence qui est hyper clair, c'est Aurélien Barraud. Je sais pas si vous le connaissez déjà. Ah, ça me dit rien. En fait, peut-être vous avez vu plutôt parce qu'il a des grands cheveux longs et c'est un astrophysicien. Ouais. Et en fait, c'est ma passion sur Terre parce que le type, il a allé juste une seule vidéo. Il a fait une interview brute qui dure 1 heure, 1 heure et demie. La claque, le truc que j'envoie à tout le monde, même s'il a fait il y a 1 an, c'est tellement d'actu. Et en fait, il l'explique super clairement, tout le monde peut comprendre. Et vraiment, il te met une claque dans. Enfin, en fait, tu comprends tout. Enfin, tu comprends vraiment plein de choses de science, mais sur l'urgence climatique, mais de manière hyper claire. Donc là, moi, ça, c'est hyper important, trop cool. Après, qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi ? J'aime beaucoup les vidéos de La Barbe. Donc le youtubeur de Nicolas Merliot, voilà, elles datent un peu, mais pareil, en fait, il prend des sujets genre l'agriculture, l'effondrement, et il en fait un espèce de truc en mode un peu drôle aussi, où du coup c'est quand même assez agréable et c'est plus chill. Et regarder des films, moi j'aime beaucoup Cyril Dion, j'en parle souvent parce que c'est un peu mon besta, mais là il fait des films où il y a du beau dedans, il y a des solutions. Si vous avez jamais vu Demain, ça a quand même transcendé plein de gens, donc il a fait le tour du monde des solutions qui existent, et ça fait tellement du bien de voir des gens qui agissent, clairement. que ça donne envie de le faire. Donc faites ça. Il va sortir un nouveau film. Je vais faire la voix française, mais du coup, il n'y a pas de voix française. Mais c'est incroyable, et qui s'appelle Animal. Ouais. Et là, pareil, c'est trop stylé. Enfin, donc regardez, ces 3-là sont cool. Une fille, parce que c'est un peu dommage d'avoir cité que des mecs, je trouve ça un peu nul. Il y a, sur la finance, en vrai, Eva Sadoun, dont je vous parlais, toutes ces questions économiques et tout dont on a parlé, elle en parle vachement bien. Et elle vulgarise beaucoup. Moi, j'aime beaucoup vous donner des vulgarisateurs qui fait que tout le monde peut comprendre des sujets. Tout est, en fait, rien n'est complexe du moment qu'il y a des gens qui prennent assez d'humilité. Voilà, exactement. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Je trouve que le mot vulgariser est moche. Il est démocratiser, en fait, on devrait dire. Vulgariser, c'est vrai que c'est un peu nul parce que ça devient vulgaire. Ça vient de vulgaire, tu vois, ça donne pas envie. Alors qu'en fait, il démocratise, c'est très noble de démocratiser l'information. T'as raison, c'est mieux, je dirais ça. Est-ce que s'il y avait une personne que t'aimerais entendre au micro d'InPower, tu aurais des suggestions, des envies, des demandes? Je vais te dire Eva parce que ça va trop résonner avec tout l'aspect entrepreneurial que tu peux avoir, mode et tout. Ce serait vraiment génial que tu l'invites. Marion Cotillard, c'est rigolo. Ouais, ça c'est marrant, tu parlais de voix française. Moi, petite excuse que j'ai jamais sortie, je devais jouer dans La Môme. Mais non! Je devais jouer Marion Cotillard enfant. Et mes parents ont dit non parce que je devais rater 2 semaines de cours en CM1. Mais non! Voilà! Voilà! Mais bon, écoute, je serais peut-être pas là avec toi aujourd'hui. Trop drôle. Trop cool. Elle qui est. Juste parce que je sais pas ce qu'elle s'engage quand même pas. En fait, on dit ok, c'est juste une star comme ça qui du coup fait le truc pour le climat. Je pense qu'on sait pas à quel point elle a impacté des décisions de malade sur le climat totalement off. Typiquement sur la Convention citoyenne, on lui doit plein de trucs et personne ne le sait, donc génial. Petit moment de lui rendre hommage. Ouais, t'as bien raison, trop cool. Du coup, la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie, c'est peut-être réaliser que le pouvoir, c'est pas un truc qu'on a ou pas, c'est un truc que tu prends ou que tu laisses aux autres. Vraiment. Et donc, quelque part, il y a plein de gens qui se gênent pas pour le faire, et c'est souvent les mêmes. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes, des meufs, des personnes non binaires, des personnes
qui sont issus de ce qui sont aujourd'hui des minorités, qui prennent le pouvoir vraiment, et parce que si on le fait pas nous, on va pas nous le donner en fait. Donc il faut qu'on se batte parce que nos idées, elles méritent d'exister, elles sont partagées par beaucoup plus de gens que ce qu'on pense, et il faut qu'elles soient défendues dans les grandes instances, dans les grandes entreprises, en démocratie, et qu'elles impactent le monde, quoi, pour que ça bouge. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Camille pour cet épisode qui, je pense, aussi est une claque pour beaucoup d'entre nous. Merci à tous celles et ceux qui sont encore là. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Camille, sur ses actus, sur ses combats, Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Graines de Possible, qui est mon compte Insta, où en fait c'est là quand même où je partage le plus de trucs. Ouais. Du coup, c'est un peu le lien entre beaucoup de vulgarisation, donc de démocratisation, des chiffres, des trucs que je partage, de l'action concrète où je vous invite à venir à Paris, vous envoyer des lettres, des mails aux députés. Et voilà, et puis de trucs un peu drôles et d'art de temps en temps. Génial. Bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je rappelle aussi que l'épisode est disponible sur YouTube si jamais vous avez écouté cet épisode en audio et que vous voulez ajouter maintenant l'image. Et puis à très vite Camille. À très vite. Bye. Salut.